Alors, merci Daniel et en général, merci aux organisateurs pour l'invitation. Tel que mentionné, je suis démographe, docteur en droit et notamment depuis peu professeur ici associé au département de géographie. Mais aujourd'hui, je suis devant vous à titre de directrice générale de DTMF ou Association pour les droits des travailleuses et travailleurs de maison et de ferme. C'est une association incorporée au Québec en 1977 et donc qui fêtera cette année ses 45 ans de défense collective des droits. À DTMF, notre priorité, c'est la reconnaissance du droit de changer d'employeur. Pour tous, y compris pour les travailleuses de maison, pour les travailleurs agricoles qui sont au Canada sous statut de travailleurs étrangers. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter pourquoi on considère ce droit fondamental, pourquoi aussi, pour atteindre le respect de ce droit au Canada, on va lancer un recours constitutionnel l'an prochain, et comment en pratique on compte réaliser ce tour de force. Plusieurs travailleurs étrangers sont admis au Canada sous statut permanent, d'autres sont admis sous permis de travail ouvert, qui leur accorde le droit de changer d'employeur. Mais pour la majorité des travailleurs étrangers, malgré ces options, le gouvernement canadien interdit formellement le changement d'employeur. La travailleuse sous permis lié à l'employeur a le droit de travailler au Canada pour un seul employeur unique spécifique. Elle n'a pas le droit de travailler pour personne d'autre. Elle n'a pas le droit de changer d'employeur. En cas de service auprès d'un employeur autre que celui autorisé au permis, la travailleuse sera en violation de ses conditions de séjour et sujet à déportation. Parce qu'il impose une interdiction de changer d'employeur, on réfère parfois à ce permis comme un permis restreint ou un permis fermé. Les permis fermés sont typiquement valides de 6 mois à 2 ans. Ils sont renouvelables. Certains travailleurs étrangers ont, oui, été renouvelés pendant plus de 25 années d'affilée. Le fédéral impose cette interdiction de changer d'employeur en appliquant 2 sanctions légales principales. Premièrement, la révocation du droit de travailler et 2, la menace de déportation. Autrement dit, si la travailleuse démissionne et quitte l'employeur autorisé, son droit de travailler au pays sera immédiatement révoqué. Le fédéral pénalisera de la même façon si le travailleur est renvoyé par l'employeur ou si l'emploi prend fin pour n'importe quelle autre raison. Si à l'arrivée au Canada, l'employeur a disparu, en cas de faillite, en cas de mort de l'employeur, si l'employeur est jugé fautif et exclu du programme, le travailleur automatiquement perdra son droit de travailler au pays. Les travailleurs étrangers peuvent travailler au Canada au service d'un employeur canadien ou au service d'un employeur non canadien, comme une compagnie étrangère ou par exemple un diplomate ou un étudiant étranger. Si le travailleur est lié à un employeur non canadien, en cas de fin d'emploi, en plus de la révocation du droit de travailler, le Canada, le fédéral aussi, automatiquement le considérera sujet à déportation. Le risque de perdre le droit de travailler et le droit de demeurer au pays réduit la capacité du travailleur de démissionner et d'exercer ses droits. Ça, c'est problématique. Le droit du travail présume, entre employé et employeur, un rapport de pouvoir déséquilibré au profit de l'employeur. Ce système de protection présuppose la capacité de l'employé à démissionner et ainsi sa capacité à exiger le respect de ses droits, y compris devant les tribunaux. Mais lorsque la capacité de démissionner du travailleur est réduite, la relation de pouvoir, déjà à la base déséquilibrée,
penchera radicalement en faveur de l'employeur. Un employeur qui risque peu ou pas que son employé démissionne, ou qui risque peu ou pas d'être poursuivi en justice par ce dernier en cas d'abus, aura peu ou pas d'incitatif à respecter les droits de l'employé, à appliquer le droit du travail. D'un point de vue sociologique, en réduisant la capacité du travailleur à démissionner, l'État assure la présence d'un pool de travailleurs non libres et en partie muselés. D'un point de vue juridique, les politiques qui réduisent la capacité de démissionner d'un travailleur ont été reconnues comme imposant une condition juridique de servitude. Notamment, la Cour suprême américaine a confirmé que la négation du droit de changer d'employeur avait précisément cet effet, plaçait le travailleur en condition de servitude. La non-liberté sur le marché du travail ou conditions juridiques de servitude affecte donc radicalement pour le travailleur l'exercice des droits à plusieurs niveaux. Durant les 2 dernières décennies en particulier, la condition des travailleurs liés à l'employeur a été observée et régulièrement dénoncée par une variété d'agences de l'ONU. Remarquablement aussi, un observatoire du département d'État américain, à chaque année, dans ses rapports annuels, confirme que les travailleurs sous statut lié à l'employeur sont dans le monde parmi les personnes les plus à risque d'être victimes du commerce d'êtres humains. Aussi, à elles seules, 2 grandes ONG, Human Rights Watch à New York et Amnesty International à Londres, ont publié depuis l'an 2000 plus de 50 rapports sur la violation des droits humains des travailleurs migrants liés à l'employeur. De quoi on parle exactement? Typiquement, il y a le non-paiement d'heures de travail ou autre forme de vol de salaire. Le plus souvent aussi, c'est des mesures inadéquates ou inexistantes pour la protection de la santé et la sécurité. Ça peut être une question d'horaire, de journée de travail de 16 heures, de 18 heures, de 24 heures, 7 jours sur 7, 365 jours par année. D'autres fois, c'est plutôt ou aussi des journées de travail sans pause, y compris sans occasion suffisante pour aller aux toilettes ou pour s'alimenter suffisamment. Ça peut être un employeur qui demande un rythme de travail excessif qui facilite les blessures. Ça peut être aussi, sur le lieu de travail, une absence d'eau potable, une absence de toilette, une absence d'abri en cas de foudre. Autrement dit, on parle de conditions de travail facilitant de façon systémique la détérioration de la santé, le développement de lésions professionnelles et d'accidents de travail régulièrement mortels. Souvent, les attentes de l'employeur feront obstacle au déplacement à l'extérieur du milieu de travail, empêchant ainsi l'accès en cas de besoin à du support communautaire ou à des traitements médicaux nécessaires. Pour décrire leurs conditions, certains de ces travailleurs ont affirmé vivre une anxiété extrême, permanente, causée par la peur de perdre leur statut légal de travailleur. D'autres ont affirmé avoir leur estime de soi complètement anéantie, se sentir considérés au pays, et je cite, comme une machine, comme un animal, comme un prisonnier, comme un esclave. Une partie d'entre eux endure, en plus, la violence personnelle, du harcèlement psychologique constant, des agressions physiques, des viols. On parle de conditions individuelles et collectives très problématiques, trop souvent inhumaines. Plus précisément, ce que les sciences sociales canadiennes confirment, c'est que la négation de la capacité de démissionner
et de changer d'employeur a 4 principaux effets sur la condition du travailleur. Premièrement, ça engendre une restriction de la liberté physique, de la liberté de mouvement dans l'espace pour le travailleur. Deuxièmement, ça engendre une réduction de la capacité à faire des choix fondamentaux, comme le choix de son lieu de résidence, le choix d'un colocataire, le choix de vivre avec un conjoint ou le choix de poursuivre une grossesse. Troisièmement, le statut lié à l'employeur augmente pour le travailleur les risques de détérioration de sa santé mentale, de sa santé physique. Et finalement, ça fait obstacle en général à l'exercice des droits et en particulier au droit d'accéder à la justice au pays. Alors, comme société, on fait quoi avec ça? Nous, à DTMF, durant les dernières décennies, on a essayé d'éduquer les décideurs politiques sur ce problème et sur les solutions possibles. En particulier, on a visé l'éducation des équipes des ministres fédéraux de l'immigration, de l'emploi, avec des dizaines d'autres ONG, groupes communautaires, syndicats de travailleurs. On a permis notamment à 2 comités parlementaires de comprendre le problème. Ces 2 comités de la Chambre des communes ont recommandé en 2009 et encore en 2016 la fin immédiate de l'utilisation des permis fermés. En 2019, le fédéral a admis qu'il y avait un problème, que oui, les permis fermés rendent ces travailleurs particulièrement vulnérables aux abus. Le gouvernement canadien, à l'heure actuelle, est parfaitement au courant des effets de la condition de servitude. En plus, le gouvernement connaît aussi des mesures alternatives décentes pour gérer les pénuries, grâce à la main-d'œuvre migrante et immigrante. Le fédéral les connaît, ces alternatives, parce qu'il les applique déjà. On offre déjà l'admission sous statut permanent. On offre déjà l'admission sous permis de travail ouvert à des quotas annuels prédéterminés de travailleurs ayant différents types de qualifications. Au Québec, ce sont en particulier de jeunes Français qui ont accès au marché du travail à titre de travailleurs étrangers libres. Ils ont accès à un système d'emploi qui favorise l'obtention, ou du moins la recherche, de conditions de travail décentes. Ils ont accès à un système d'emploi qui pourrait facilement non plus être une exception pour travailleurs étrangers privilégiés, mais la règle. Une règle permettant d'assurer au Canada un marché du travail libre où les employeurs font face à une saine compétition au niveau du recrutement et de la rétention des employés. Une règle démontrant que notre société prend au sérieux les droits fondamentaux. Une règle permettant le respect par l'État de la dignité de toutes les travailleuses et travailleurs au pays, même ceux qui sont ici sous statut légal temporaire. Le gouvernement canadien est au courant des effets dramatiques et il est au courant des alternatives possibles. Mais il choisit de maintenir les permis fermés. Ça a encore été réitéré il y a quelques semaines. Et au contraire, à la place de poursuivre une série de réformes cosmétiques avec efficacité en matière de réduction des abus insignifiantes. Même si, oui, certaines de ces mesures récentes sont essentielles, minimales, sont de base, comme le financement pour le support communautaire terrain ou l'information en libre accessible dans différentes langues. Mais toutes ces mesures visant à minimiser l'abus des migrants laissent intact leur statut légal lié à l'employeur et ainsi aussi intacte la réduction de leur capacité à démissionner et à demander le respect de leurs droits.
À dire la vérité, la position gouvernementale actuelle n'est pas surprenante. C'est la continuation d'une longue tradition. Et en effet, et je tiens à ouvrir une parenthèse ici, c'est bien depuis les tout débuts de la Nouvelle-France, que certains individus sont recrutés à l'étranger par des agents au profit d'employeurs d'ici et engagés pour les servir durant une durée prédéterminée. Bon, avant, c'est vrai, l'interdiction de charger l'employeur pour les engagés était différemment appliquée. Avant, un changement d'employeur non autorisé était sanctionné par l'emprisonnement, par une marque de la fleur de lys au fer rouge sur l'épaule. Et c'est désiré par l'employeur, par des officiers de la paix qui ramènent à la résidence de l'employeur le travailleur désobéissant. Quand l'esclavage a été légalisé, y compris en Nouvelle-France et dans le Canada anglais, les employeurs qu'ils pouvaient ont préféré l'achat d'esclaves au lieu du recrutement d'engagés sous contrat de servitude temporaire. Donc, en fait, à un moment donné, la possibilité d'acheter des esclaves a un peu remplacé la mode d'avoir des travailleurs engagés. Mais, en particulier aux États-Unis, quand fut aboli l'esclavage, la Floride, la Caroline du Sud, l'Alabama, le Missouri, en fait, tous les États du Sud confédéré ont été hautement créatifs pour préserver pour leurs employeurs l'accès à des travailleurs non libres. La prison, c'est démission avant la fin du contrat. La prison, c'est démission par un travailleur endetté envers son employeur. Et c'est ce que faisaient les employeurs. Les employeurs leur donnaient des avances dès le début pour être sûr justement que le travailleur endetté qui avait accepté une avance ne puisse pas quitter sans être à risque d'être emprisonné. Aussi, la prison pour les personnes sans contrat de travail, ce qu'on appelait les vagabonds. Et, de l'autre main, un accès aux détenus avec droit de travailler uniquement pour un employeur spécifique. Ils ont même imposé des pénalités, criminalisées, comme on le fait actuellement au Canada. Les employeurs qui volent à un autre employeur, un travailleur déjà sous contrat. Mais parce que la Constitution américaine protégeait désormais non seulement le droit à la liberté, mais aussi spécifiquement le droit de ne pas être tenu en condition de servitude, tous ces systèmes de travail non libre du début du 20e siècle ont été contestés en cours et déclarés inapplicables dans une société libre. Malheureusement, durant la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements ont recommencé, à titre de mesure de guerre, à réduire la capacité de démissionner de certains travailleurs, en particulier au sein de l'industrie agricole. À la fin de la guerre, par exemple aux États-Unis, le gouvernement a accepté non seulement de conserver en partie ces systèmes d'emploi de travailleurs non libres pour non-citoyens, mais même d'en déléguer la gestion aux coalitions d'employeurs intéressés. Les employeurs agricoles canadiens étaient jaloux. Mais à partir de 1966, l'État canadien aussi a reconsolidé son système d'admission de travailleurs étrangers liés à l'employeur, initialement pour le secteur agricole ontarien. À partir de 1973, il a ouvert l'accès aux employeurs de tous les secteurs de l'économie. Aujourd'hui, le gouvernement n'a plus besoin de menacer la prison ou le retour forcé à l'employeur. Non. À la place, on menace la révocation du droit de travailler et la possible déportation. Eh bien, comme déjà au 17e siècle, nos engagés d'aujourd'hui cherchent à éviter les sanctions étatiques, rarement quittent leur emploi ou risquent l'exercice d'un droit qui pourrait fragiliser leur relation d'emploi. Nos employeurs, déjà au 17e siècle, appréciaient les systèmes d'emploi de travailleurs non libres. Les employeurs d'aujourd'hui les apprécient tout autant. Bref, nous avons encore aujourd'hui, d'un côté, des employeurs très reconnaissants de pouvoir accéder à un système de travailleurs non libres. D'un autre côté, on a un gouvernement au service de ces employeurs
qui, depuis plus de 400 ans, assure le maintien minimal du système, sinon, comme aujourd'hui, son expansion. Alors, je vous repose la question. Dans ce contexte historique et politique-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'histoire du droit nous enseigne qu'une des façons de démanteler de façon durable un système de travailleurs non libres, sinon peut-être la seule façon de le faire, à part la guerre civile, c'est de les contester devant les tribunaux. D'ailleurs, la mouture contemporaine de travailleurs non libres, les travailleurs étrangers liés à l'employeur, a fait l'objet d'une première contestation devant un tribunal en Israël. Aussi, dans un jugement unanime, la Cour suprême d'Israël a déclaré en 2006 que le système de permis fermé était anticonstitutionnel et inapplicable parce qu'il brimait de façon injustifiable les droits fondamentaux à la liberté et à la dignité d'êtres humains résidant sur le territoire national. Dans cette décision, dont j'ai une copie ici, on fait noir sur blanc référence au permis lié à l'employeur comme la base, et je cite, d'une forme moderne d'esclavage. Nous aussi, au Canada, on a une constitution qui permet de faire invalider les actions étatiques qui violent, sans justification suffisante, un droit ou une liberté fondamentale. Autant pour les citoyens que pour les non-citoyens. Et ces déclarations constitutionnelles, c'est effectivement la seule façon de faire reconnaître de manière durable un aspect fondamentalement problématique du droit. Durable, et oui, on veut quelque chose de durable, car même si le fédéral décidait aujourd'hui de remplacer tous les permis fermés par des permis ouverts, il n'y a aucune garantie qu'un gouvernement subséquent ne remettra pas en place les permis fermés, comme c'est arrivé en 2016 au Royaume-Uni. Mais si un groupe de juges affirme l'anticonstitutionnalité des mesures interdisant le changement d'employeur, aucun gouvernement futur ne pourra en appliquer une sans automatiquement au moins créer un conflit, un réel conflit juridique, politique et social. Et effectivement, depuis l'adoption de la Charte canadienne, plusieurs recours constitutionnels ont constitué un véhicule efficace et durable d'avancement de droits pour des personnes marginalisées par l'État. Le droit de choisir son lieu de résidence, l'aide médicale à mourir, la marijuana médicale pour les souffrants, l'avortement. Ce sont des exemples de droits qui ont été reconnus fondamentaux à travers des recours constitutionnels. Plus précisément, ce sont des batailles juridiques obtenues en vertu du droit constitutionnel à la liberté et à la sécurité de sa personne. C'est notamment sur la base de ce droit que nous croyons que les restrictions au changement d'employeur doivent être déclarées invalides et inapplicables. Parce qu'ils protègent le droit implicite de changer d'employeur et le droit implicite de ne pas être tenu en condition de servitude. Ce que vivent chez nous les travailleurs étrangers, notamment dans les services domestiques et au sein de l'industrie agricole, ce n'est pas de simples manquements aux lois du travail par quelques mauvais employeurs. Ce n'est pas juste des contrats de travail non respectés. Ce n'est pas juste des conditions de travail difficiles ou dangereuses ou des heures de travail non payées. Ce n'est pas juste de l'exploitation économique de nouveaux arrivants au pays qui ont une connaissance limitée de leurs droits. Ce n'est pas juste un système de migration discriminatoire qui donne des permis ouverts seulement aux travailleurs de certains pays privilégiés par le Canada. C'est un système étatique qui restreint de façon injustifiable
Pour des travailleurs, le droit fondamental à la sécurité physique, à la sécurité psychologique, le droit fondamental d'accéder à la justice, le droit fondamental à la liberté. La non-liberté sur le marché du travail crée un système qui impose aussi aux employeurs un pouvoir très tentant à utiliser, d'extraire illégalement le maximum de l'employé le plus rapidement possible, peu importe l'impact sur le corps, l'esprit ou la famille du travailleur. Ça crée un système qui impose à tous les employeurs concernés, non seulement des employés obéissants, et donc flexibles à l'extrême, mais en plus, ça crée des travailleurs qui sont jetables, à volonté, qu'on peut relativement facilement faire disparaître du marché du travail légal en cas de non-obéissance, de plainte, d'accident de travail, de maladies professionnelles ou même de parentalité inconvéniente. Ça crée un système où l'abus peut devenir et devient la norme. Un système qui fait obstacle pour le travailleur à l'exercice en général des droits, un système qui échappe à l'application de l'état du droit, qui ne peut pas se justifier au sein d'une société qui se dit libre. Un système au Canada injustifiable. Le cadre juridique et la jurisprudence sur les travailleurs non libres sont de notre côté. Et aujourd'hui, grâce aux activistes de terrain, chercheurs empiriques, journalistes, nous avons désormais au Canada une preuve suffisante pour aller en cours. Nous avons la vérité avec nous. Notre dossier a le potentiel de démontrer que nous faisons face à une vraie situation d'injustice. Et on n'est pas les seuls à le penser. En particulier, un comité d'experts en droits humains vient tout juste de nous accorder un premier financement pour finaliser la préparation de notre cours au sein d'un programme administré par l'Université d'Ottawa qui finance les causes nationales avec haut potentiel d'avancement d'un droit fondamental. Ce programme offre 185 000 $ de plus pour aller en première instance, en cours supérieur, présenter le dossier, et un autre 110 000 $ pour monter jusqu'en cours d'appel. Et oui, cette validation de la pertinence de notre cours tombe à point, parce que même si nous avons la chance de profiter d'un financement multiannuel de base, et même si on a une fantastique équipe de bénévoles à DTMF, qui inclut une vingtaine de juristes, et même si plusieurs des témoins experts accepteront de témoigner en cours puis de produire le rapport gratuitement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous comptons déposer notre requête supérieure l'an prochain, donc la semaine prochaine, on lance une campagne de financement intitulée « Non au travail non libre ». On a besoin ce printemps d'aller chercher très précisément 130 000 $ de financement privé. Honnêtement, cette campagne ne vise pas le grand public. On cherche un grand donateur et ou une grande donatrice avec la sensibilité et la capacité de saisir l'opportunité de faire reconnaître comme fondamental le droit de démissionner et changer d'employeur. On cherche aussi des fondations privées qui priorisent l'avancement systémique des droits humains. Si vous connaissez ce type de grand donateur potentiel, n'hésitez pas à nous faire signe. On doit respecter la dignité humaine de toutes les travailleuses de maison, de tous les travailleurs agricoles, même s'ils sont employés sous statut de travailleurs étrangers. On doit reconnaître comme fondamental le droit de démissionner et changer d'employeur. Il est plus que temps
d'évaluer publiquement les coûts humains et sociaux associés au maintien de notre système de travailleurs en conditions de servitude. Notre recours a le potentiel d'engendrer un changement de paradigme majeur et durable. Notre recours est nécessaire. Nous avons le cadre juridique, nous avons les arguments, nous avons la preuve. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à nous battre. Merci. Bonjour tout le monde, je trouve ça très impressionnant de m'adresser à vous après une présentation si solennelle. C'est un dossier qui me tient à cœur. Je remercie de l'invitation. Je constatais en me préparant qu'on fêtait les 10 ans de la vie de la Commission des droits de la personne. Je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Mais j'aimerais, pour réagir à la présentation d'Eugénie, elle faisait référence à une notion super intéressante que le professeur Dominique Roux de l'Université Laval, qui était professeur de droit, qui est maintenant juge à la Cour du Québec, et il réfléchissait à la question de justement le droit au travail qui est inscrit en droit international et non pas le droit du travail qui sont les règles qui régissent les relations de travail, mais le droit au travail, donc le droit d'avoir un travail décent puis assez. En fait, sa thèse de doctorat faisait état que ce droit au travail-là, il est diffus dans notre droit puis il existe un peu partout dans notre droit, puis c'est un peu la démonstration que l'association que dirige Eugénie veut faire. Et je pense que c'est vraiment très important. Je suis ici pour vous parler des travaux de la Commission, mais pour vous montrer aussi comment les travaux de l'association d'Eugénie sont complémentaires et nécessaires par rapport à nos travaux à nous. Donc, je suis conseillère juridique à la Commission des droits de la personne et en 2011, ça faisait plusieurs années qu'il y avait du terrain qui se faisait à la Commission et qu'il y avait des observations qui étaient faites des abus des travailleurs. Donc, la Commission a décidé de réfléchir aux causes de ces abus-là chez les travailleurs étrangers temporaires dans les fermes, mais aussi les travailleuses domestiques qui subissaient des abus aussi. Maintenant, les programmes sont changés, mais il continue d'y avoir des problèmes pour ces personnes-là aussi. Donc, la Commission, c'est un organisme indépendant dont les membres sont nommés aux 2/3 par l'Assemblée nationale. Donc, ça a un statut un peu d'ombudsman, un peu comme le protecteur du citoyen ou le vérificateur en général. Puis ce statut-là, ça donne la légitimité aux positions de la Commission, en fait, parce que c'est un organisme indépendant. Le mandat de la Commission, c'est de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte. On a aussi un grand mandat d'éducation-coopération, ce qui nous a permis de faire des observations sur le terrain en allant à la rencontre des travailleurs, mais on n'a pas des moyens débordants. En tout cas, on fait ce qu'on peut avec notre équipe. On a aussi comme mandat, puis ça c'est mon travail à moi, de relever les dispositions des lois du Québec qui seraient contraires à la Charte, donc à la Charte québécoise et non pas la Charte canadienne. Donc le recours d'Eugénie se fonde sur la Charte canadienne, mais nous notre cadre d'analyse c'est la Charte québécoise et c'est ce qui limite éventuellement notre action, puis je vous l'expliquerai un peu plus loin. Puis on a aussi la capacité de faire enquête puis de prendre fait et cause pour les travailleuses, des travailleurs ou tout citoyen qui pense être victime de discrimination. Donc, si jamais vous représentez des travailleurs, vous accompagnez des travailleurs, il y a une possibilité de venir à la Commission des droits de la personne, de faire une plainte. Ensuite, c'est un processus où on fait une enquête, on évalue la recevabilité de la plainte, on fait enquête, puis si on conclut qu'il y a effectivement de la discrimination, on va représenter les personnes concernées devant les tribunaux. C'est un processus qui est complètement gratuit, mais qui est très long. Malheureusement, c'est une question de ressources, donc ça peut être très long et ça peut être très compliqué pour un travailleur étranger temporaire. La Charte, donc, qui est notre loi fondamentale, qui est la loi qui a créé la Commission des droits de la personne, c'est une loi fondamentale qui a un caractère quasi constitutionnel, c'est-à-dire que les dispositions de la Charte, pour la plupart, ont préséance sur toutes les autres lois du Québec. Donc, les lois du Québec doivent être conformes avec la Charte.
Maintenant, ce qui limite notre action éventuellement, c'est la compétence de la Commission à l'égard des travailleurs étrangers temporaires. Ceci dit, la Charte s'adresse à toute personne, donc le statut national, la citoyenneté de la personne n'a pas d'importance. La Charte s'applique aux travailleurs étrangers temporaires, ça ne les empêche pas de bénéficier des protections, mais le problème se pose en termes de partage des compétences législatives sur notre capacité d'examen. Donc, le Québec n'a pas la compétence complète en matière d'immigration. Et c'est le grand problème que la Commission rencontre. Les pouvoirs du Québec se limitent à la détermination des volumes d'immigrants, la sélection des candidats, sauf les réfugiés et le regroupement familial, la gestion des engagements de parrainage et l'intégration des immigrants. Donc, la compétence de la Commission se limite à ces thèmes-là. Donc, la faculté de contester la validité constitutionnelle en vertu de la Charte québécoise se limite à ces domaines-là. Donc, ce que l'association fait, contester les programmes comme tels, nous, on ne peut pas le faire parce que c'est de la compétence fédérale. On a cependant compétence en matière de droit du travail, donc on peut contester des législations, puis on peut faire des recommandations sur les lois du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires, puis on l'a fait au cours des années. Donc, en 2011, la Commission, les membres qui ont été nommés par l'Assemblée nationale ont adopté un avis à propos des travailleurs étrangers temporaires. Puis la conclusion de cet avis-là, qui est disponible sur notre site Internet ou auprès de Michel, c'est que les travailleurs étrangers temporaires, les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés, donc on s'était concentré sur cette catégorie-là, sont victimes de discrimination systémique en raison de leur origine ethnique ou nationale, de leur race, de leurs conditions sociales, de leur langue et, dans le cas des aides familiales résidentes, de leur sexe. Je ne reviendrai pas, je ne vous ferai pas le résumé de la vie ici parce que c'est un travail assez imposant, mais je vous invite à le consulter le cas échéant. Ce dont Eugénie nous a parlé, puis ce qu'on constatait nous aussi, c'est que le droit du travail, donc toutes les lois du travail, la loi sur les normes de travail, la loi sur la santé et sécurité au travail, le code du travail, ça vise à rétablir un équilibre. Donc, le droit reconnaît le déséquilibre qui existe entre un employeur et ses employés, et d'où la création des droits du travail, mais dans les mécanismes de protection qui ont été mis en place pour justement rétablir ce déséquilibre-là. Il y a notamment l'interdiction pour les employeurs de punir les employés qui exercent leurs droits. Donc, un employeur, par exemple, un travailleur qui va porter plainte aux normes du travail, son employeur ne peut pas le punir parce qu'il est allé porter plainte aux normes du travail. Puis, on va vérifier que l'employé a été puni parce qu'il a porté plainte aux normes du travail par une concomitance. Donc, si, par exemple, je vais aux normes du travail porter plainte parce que je n'ai pas reçu le salaire minimum, si peu de temps après mon nombre d'heures est réduit, on va établir qu'il y a une concomitance entre les deux éléments, puis que j'ai été puni, mon nombre d'heures a été réduit parce que j'ai exercé mon droit, et on va sanctionner l'employeur comme ça. Pour les travailleurs étrangers temporaires, la possibilité d'être déportés, comme Eugénie l'a mentionné, il n'y a pas de protection contre les déportations unilatérales par l'employeur. Les employeurs ont une possibilité de mettre les employés sur un avion le lendemain. Un employé qui dit « j'ai mal dans le dos », il y en a certains qui se sont retrouvés le lendemain sur un avion déportés vers leur pays d'origine, puis il n'y a pas de cadre juridique pour empêcher ça. Donc, dans les faits, ces mécanismes-là, qu'on appelle des mécanismes anti-rétorsion, qui existent dans la loi sur les normes, dans la charte, dans la loi sur la santé et sécurité au travail, dans le code du travail, donc tous ces mécanismes-là ne fonctionnent pas parce que l'employé qui pourrait poursuivre son employeur pour des mesures de rétorsion n'est plus ici. Donc, les travailleurs ont les droits, théoriquement, mais dans les faits, sont dans l'incapacité de les exercer. À l'époque, la Commission avait identifié comme cause
de la discrimination systémique. Puis je reviendrai après la présentation de Michel sur la notion de discrimination systémique. Le permis de travail fermé, évidemment. L'obligation de résider chez son employeur, qui est une obligation pour les travailleuses domestiques, puis qui est comme une obligation de facto pour les travailleurs agricoles, qui se retrouvent souvent à habiter sur les fermes, ce qui réduit beaucoup leur faculté d'action puis leur capacité, entre autres, de jouir du droit au respect de sa vie privée, etc. Puis l'absence de procédure d'examen des mesures de renvoi unilatéral. Donc, il n'y a aucun mécanisme qui permet de dire « bien, tel employeur n'est plus là ». Ceci dit, avec la nouvelle loi sur les normes, puis on pourra y revenir, il y a des protections qui sont améliorées. Donc, la commission a fait son avis, a inscrit son avis dans un processus qui était entamé de longue date. Il y avait eu un premier avis qui avait été rédigé par une de mes collègues sur l'exclusion des gardiens et des domestiques de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles 2008, premier avis. Depuis, la CNESST, en fait, le législateur a essayé à de nombreuses reprises de corriger la situation. Ça a été fait il y a quelques années. C'est pas encore très satisfaisant, là, parce qu'il y a encore une distinction de traitement entre les travailleuses domestiques puis le reste des travailleurs au Québec. Mais bon, il y a déjà une amélioration. Avant, il y avait une exclusion qui les empêchait de bénéficier notamment de protection à l'égard d'un accident du travail. Donc, on a fait aussi un avis sur l'applicabilité de la charte. On s'est demandé, bon, est-ce que les travailleurs étrangers temporaires peuvent bénéficier de la charte? Quels sont les éléments des programmes qui peuvent être soumis à la charte? On a fait un premier avis sur justement la protection des travailleuses domestiques par la loi sur la santé et la sécurité au travail, sur le premier projet de loi qui a voulu le mettre en place. On a fait des vidéos d'éducation-coopération. Donc ça, l'avis était après ça. On avait de nombreuses années d'activités d'éducation-coopération, de représentation auprès des autorités concernées, de participation à un comité interministériel qui avait été mis sur place, qui regroupait plusieurs des ministères et organismes qui pouvaient être éventuellement concernés par la question des travailleurs étrangers temporaires. Ce comité interministériel-là a permis quand même un échange d'informations très important. On pouvait comprendre, puis on reviendra sur la question de la discrimination systémique plus tard, mais dans le fond, les travailleurs étrangers temporaires, ils tombent dans des cracks du système juridique. Donc, ils se ramassent entre différents régimes qui les échappent. Puis le fait d'avoir un comité interministériel, ça nous a permis de comprendre comment nos façons de fonctionner respectives entraînaient des conséquences négatives pour ces travailleurs-là. Donc, ça a été assez pertinent, bien qu'on ait été aussi très critiqués, mais bon. Depuis l'avis de 2011, on a continué à s'intéresser à la question des travailleurs étrangers temporaires. Notamment, quand on examinait les lois, ça fait partie de notre mandat, comme je vous disais tout à l'heure, d'examiner toutes les lois qui sont présentées à l'Assemblée nationale. Puis quand on pensait qu'il pouvait y avoir des possibilités de protection des travailleurs étrangers temporaires, à chaque fois, on l'a mentionné, notamment la loi sur la santé et la sécurité au travail en 2012, la modification au Code du travail de 2014 qui excluait les travailleurs agricoles de la possibilité, une certaine catégorie de travailleurs, la plupart des travailleurs agricoles, la faculté de se syndiquer. La modification à la loi sur l'immigration en 2016, les modifications à la loi sur les normes du travail de 2018, je ne sais pas si Michel va en parler, mais c'est des modifications qui sont quand même importantes parce que c'est la première fois que les lois du travail traitent de travailleurs étrangers temporaires. Donc, on oblige les employeurs à créer un registre notamment, et dans lequel ils doivent inscrire la liste des employés étrangers temporaires embauchés, leur date de début d'emploi, leur date de fin d'emploi, et ils doivent expliquer si l'employé part avant la fin de son emploi. Fait que ça ne nous donne pas une interdiction de déportation, mais ça donne une certaine faculté de contrôler
le fait qu'il y a eu des déportations. Puis comme la CNESST dispose, la commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité au travail, dispose de beaucoup plus de pouvoir que notre commission. Notre commission n'a pas de pouvoir d'inspection. Bien, ce faisant, ils peuvent observer si c'est un phénomène récurrent chez un employeur donné, le fait qu'il y a des départs avant terme qui se multiplient, puis ça leur donne la possibilité d'aller inspecter, enquêter, puis éventuellement agir. On a aussi, encore une fois, commenté les modifications à la loi sur la santé et sécurité au travail de 2021 qui visaient à inclure les travailleuses domestiques. Ces faits, maintenant, elles sont couvertes par la loi. Cependant, elles doivent faire un certain nombre d'heures par semaine et ou par année pour bénéficier de la couverture, ce qui n'est pas le cas d'aucun autre employé au Québec. Donc, les autres employés au Québec, si on travaille 3 heures dans un dépanneur pendant ses études, on est couvert par la loi la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Mais si on est une travailleuse domestique, on ne l'est pas. Bon, en 2011, la Commission avait recommandé que le gouvernement utilise sa compétence législative en matière d'immigration afin de limiter le recours à des travailleuses et travailleurs migrants en proposant pour ceux-ci des programmes d'immigration permanente qui tiennent compte des problèmes réels de pénurie de main-d'œuvre. Notre pouvoir, c'était le plus loin où on pouvait aller. On n'avait pas la possibilité de demander une modification des programmes parce que les programmes sont fédéraux, donc hors de notre compétence. À défaut, donc si le Québec continue de sélectionner des travailleurs étrangers temporaires, le Québec doit impérativement modifier sa législation et ses programmes afin d'éliminer les éléments de discrimination systémique à l'égard des travailleuses et travailleurs migrants qui s'y trouvent. Et on avait fait d'autres recommandations spécifiques. Mais c'est donc les injustices dont sont victimes les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires sont importantes. Puis l'action, en fait, il y a eu un changement de nom, fait que je réfère à l'ancienne association, à l'ancien nom. Donc, l'action qui est proposée par Eugénie et son équipe, disons ça comme ça permet de dépasser nos limites institutionnelles. Donc, on est vraiment ravis que cette action-là se fasse, puis ça va exactement dans le sens des recommandations de la Commission. Mais Eugénie va compléter, mais c'est vraiment de la propre initiative de l'employeur. C'est qu'il y a même eu des contestations judiciaires de ce phénomène-là, mais c'est un employeur qui, du jour au lendemain, l'employé s'est plaint d'un mal de dos, du jour au lendemain, il l'accompagne à l'aéroport puis il fait prendre l'avion, tout simplement. Mais donc, pour préciser, c'est que depuis environ 45 ans, dans le contrat imposé par le fédéral aux travailleurs agricoles mexicains et caribéens, il y a une des clauses qui obligeait l'employeur à ramener le travailleur à la fin de l'emploi, à acheter le billet d'avion. Et cette clause-là, qui en fait oblige l'employeur, mais plutôt lui donne le privilège de contrôler quand est-ce que ça se passe, a été en fait retirée dans le contrat standard il y a 2 ans. Alors maintenant, les rapatriements prématurés sont plus un privilège officiel des employeurs agricoles. Maintenant, on parle simplement d'un maintien d'une pratique qui a lieu de facto, c'est-à-dire qu'on parle au travailleur accidenté, on lui dit « Écoute, si tu retournes gentiment dans les 24 heures, il y a une chance que l'an prochain, on te rappelle et qu'on te permette de revenir dans le programme. » C'est plutôt comme ça que ça se passe avec l'aide des consulats. Donc maintenant, c'est plus une question de poursuite de pratique de facto qu'avant, qui était un privilège formel imposé, reconnu par le fédéral aux employeurs. Donc, c'était juste une petite précision technique. Mais il n'y a aucun examen qui se fait de cette décision-là par l'employeur. Il n'y a aucun organisme qui a la compétence d'examiner cette décision-là de l'employeur d'accompagner son employé à l'avion.
Mais comme je disais, avec le registre, ça permet au moins de le constater, là, parce que maintenant, au moins, on sait que c'est arrivé. Donc, il y a un employé qui a terminé son contrat avant terme. Avant, on ne savait même pas que ça arrivait. Mais au moins, ça permet, c'est vraiment pas idéal. Puis c'est dans une loi sur les normes du travail. Donc, c'est pas le cadre juridique dans lequel c'est supposé être. Puis ça permet au moins de constater qu'il y a des employeurs qui ont cette pratique-là à répétition, puis donc d'être plus attentifs au comportement de ces employeurs spécifiques-là. Avant, on n'avait aucune information. C'est plus ou moins étonnant, c'est-à-dire que les comités parlementaires ont toujours un pouvoir de recommandation au gouvernement. Alors, ils recommandent plus ou moins des longues listes de choses à faire. Le gouvernement, par contre, a l'obligation de se présenter et de répondre aux recommandations. Cette fois-là, entre autres en 2009, le gouvernement a pris la peine de répondre qu'il entendait bien que c'était peut-être pas que ça pouvait susciter, que ça avait certains désavantages au permis fermé, mais il considérait que ça permettait, entre autres, de protéger les migrants parce qu'on peut les surveiller. Donc, on peut surveiller les employeurs abusifs. Alors, pour surveiller les employeurs abusifs, il faut savoir où ils sont et les lier à un employeur en particulier. Alors, c'était la justification officielle. On maintient le permis fermé pour protéger les migrants. Et aussi parce que c'est plus facile à gérer comme système, entre autres parce que c'est un système privatisé qui est géré par les employeurs. Et la troisième raison, c'était pour protéger les Canadiens, j'imagine, des voleurs de jobs potentiels que pourraient représenter les migrants. Sauf ce qu'on n'a pas dit, ils n'ont pas expliqué toute l'histoire, c'est-à-dire que pour des travailleurs libres ou des citoyens, avoir une classe de travailleurs non libres à côté, bien, ça crée des conditions de travail à la baisse. Ça crée au moins la stagnation dans certains secteurs des conditions. Et ça ne sera pas au profit donc, des travailleurs libres nécessairement dans les secteurs affectés. Donc, encore là, les raisons données au comité parlementaire, on va aller en débattre en cours, voir si c'était une si bonne raison ou pas, finalement. La pénurie de travailleurs, moi je suis démographe, je ne suis pas la seule dans la salle, on est très au courant que le vieillissement de la population, la natalité relativement basse, c'est évident que la question migratoire, que l'immigration est au centre, littéralement, là, du futur du marché de l'emploi. Mais après ça, c'est à nous comme société à décider justement comment on intègre les travailleurs, est-ce qu'on les intègre avec leurs enfants et leurs conjoints ou pas, ou ils n'ont pas le droit, les autres doivent rester à l'étranger, puis on fait juste dire les travailleurs. Après ça, c'est à nous à décider comment on intègre justement cette main-d'œuvre étrangère immigrante-là. Quels droits on leur donne? Est-ce qu'on leur donne pendant 1 an, 3 ans, 4 ans? Est-ce qu'on leur interdit pendant une période, justement comme on fait actuellement, interdiction de changer d'employeur, puis peut-être un jour la carotte du statut permanent? Alors, oui, évidemment, les pénuries. Mais après ça, non, ça ne veut pas nécessairement dire avoir des travailleurs sous condition de servitude pour ces... Et puis la rétention d'employés, le recrutement, ben oui, peut-être que ça veut dire pas juste 200 pièces de plus par mois pour les travailleurs. Peut-être que ça veut dire un changement complet des conditions de travail dans certains secteurs, une grande amélioration. Et donc, si ça veut dire repenser pour certains employeurs le type de conditions offertes, oui, et c'est exactement ce dont on parle quand on parle d'un marché du travail libre. Mais j'ajouterais à ça, c'est aussi le fait que le Canada est en compétition avec d'autres pays pour recruter des travailleurs. Donc, si on améliore nos programmes d'immigration, bien, à l'origine, les travailleurs choisissent de venir au Canada. Donc, si on améliore le système d'immigration qu'on leur propose, on a plus de chances d'être choisis comme lieu d'immigration. Bien, la vérité, c'est qu'il ne se passe rien du tout. La personne devient sans papier, devient illégale, devient non documentée. Alors, après ça, gentiment, elle est supposée quitter le territoire. Parfois, l'Agence des services frontaliers va venir cogner
et dire est-ce qu'on peut t'amener à l'aéroport, et là, il y a vraiment déportation. Certains des travailleurs étrangers temporaires sont éligibles à des programmes d'accès au statut permanent. Alors, on espère, en fait, en théorie, que tous les travailleurs étrangers temporaires, peut-être, auront une consolidation de leur permis légal et pourront rester. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Même pour ceux qui sont éligibles, on tombe malade, une grossesse. La façon de tomber dans les cracks avant de finalement être validé pour avoir le statut permanent, c'est littéralement infini. Il y en a une partie qui réussissent à transitionner au statut permanent, mais entre autres, environ la moitié, c'est-à-dire ceux qui sont dans les occupations, qu'on appelle les occupations à bas salaire, ne sont même pas éligibles. Ils peuvent être renouvelés à vie, là, mais ils ne sont pas éligibles au statut permanent. Et dans le cas des travailleurs dans les occupations à plus haut salaire, encore là, il y a plein de façons de faire en sorte que finalement ça ne fonctionne pas, étant donné le nombre de conditions qu'on leur demande avant de se faire confirmer le statut permanent. Donc, quelqu'un qui ne veut pas se renouveler, bien, les options, en fait, on voit plutôt l'inverse. On voit plutôt les personnes qui essaient d'obtenir un statut permanent et qui ne réussissent malheureusement pas si souvent que ça. Dans le cas des employeurs qui sont souvent, honnêtement, de très, très, très bonne foi et qui ont besoin d'employés et qui font des efforts, on leur demande des efforts, vous avez dit, complexes, là. C'est pas juste le 1 000 pour obtenir le permis, c'est des démarches, de la paperasse. En fait, c'est extrêmement problématique qu'on demande ça à des employeurs spécifiques. Parce que justement, ce qu'on lit après dans le Journal de Montréal, c'est employeur, machin, appelle la police en disant « J'ai tellement investi, ils sont partis, est-ce qu'on peut me les ramener? J'ai tellement investi dans ces travailleurs-là, ils sont à moi. » Alors, on parle d'un sentiment de propriété tellement grand, tellement développé parce que les employeurs ont tellement investi. Et ça, en fait, dans la condition de servitude, c'est un autre mécanisme, c'est la servitude pour dette. C'est-à-dire que quand on arrive ici et l'employeur a payé ton billet d'avion, a payé ton autobus, tes premières journées à l'hôtel ou je ne sais pas quoi, du type, tu commences, mais littéralement, là, tu dois aussi un 5 000 à l'employeur en commençant. C'est évident que ça crée encore plus une réduction de la capacité de démissionner. Et ça, en fait, l'État canadien, dans les années 50, dans les années 60, quand on voulait, en fait, il y avait aussi, démographiquement, après la guerre, il y avait une ouverture, on voulait faire venir des migrants. Qu'est-ce qu'on faisait? C'était l'État canadien qui faisait du microcrédit, qui payait pour le transport, qui payait pour le recrutement, qui allait chercher. Les employeurs n'avaient pas à investir eux-mêmes de leur temps, de leur argent pour quelqu'un en particulier qui, là, effectivement, si la personne disparaît et démissionne, on se dit « Hey, c'est à moi, c'est moi qui ai investi tout ça, puis l'autre employeur arrive puis il vole. » Donc, le problème, ce n'est pas du tout les employeurs qui ont besoin et qui font ce qu'on leur demande, mais le problème, c'est justement tout ce processus d'appropriation-là envers une personne spécifique qui est très, très, très problématique, qui va parfois, dans le cas des travailleurs agricoles, c'est dans leur contrat, là, si tu quittes avant les 7 premiers jours, le travailleur agricole va devoir rembourser le coût de son billet d'avion à l'employeur. Donc, c'est littéralement, là, c'est mieux que tu restes quelque temps, là, parce que si tu quittes, tu dois payer à ton employeur de l'argent que tu n'as pas, parce qu'en général, ils se sont endettés pour débarquer ici. Donc le problème, c'est que l'État, justement, demande aux employeurs des investissements, de la paperasse, de payer pour des personnes. L'État devrait faire son propre recrutement, des quotas annuels, en faire venir 20 000 ici, 30 000 là-bas. Ah, les employeurs, vous avez besoin de ce type de qualification-là, on va en faire rentrer en fonction de ça. Et là, après ça, justement, il n'y a pas pour l'employeur spécifique, il n'y a pas un poids, un coût, un sentiment d'injustice si l'employé démissionne. En tout cas, moi, c'est ma façon. Donc, je ne pense pas que le problème, c'est les employeurs. Je pense qu'on leur impose un droit, presque on leur impose un droit de propriété sur un employé.
C'est ça le problème. Puis, j'ajouterais là-dessus que les bons employeurs bénéficieraient d'une mesure comme ça. Nous qui sommes libres de changer d'employeur quand on veut, bien, on choisit les bons employeurs puis on quitte les mauvais employeurs. Donc, dans un régime d'immigration où les employés n'ont plus un permis de travail fermé, bien, ils se tournent vers les bons employeurs. Ils veulent travailler. Ils se tournent vers les bons employeurs. Donc, les bons employeurs bénéficieraient de ça. Et donc, pour répondre aussi à la question de non, on ne vise pas du tout à protéger uniquement ceux qui sont à bas salaire. Pas du tout, pas du tout. Le problème de la condition de servitude, c'est à tous les niveaux d'éducation. On fait venir un travailleur indien en informatique qui travaille sans pause 18 heures par jour, 7 jours semaine. Lui, il ne prend pas ses fins de semaine, il ne prend jamais de vacances, il ne prend pas de congés. Par rapport aux travailleurs québécois, là, c'est intéressant, le travailleur qui est lié à l'employeur, qui fait ce qu'on lui demande. Il a beau être informaticien, ou moi j'en connaissais une, postdoc, obligée de travailler à l'Université de Montréal pour un professeur. Harcèlement sexuel, psychologique, elle ne pouvait pas travailler pour personne d'autre au Canada. C'était ce professeur-là. Donc, ça n'a rien à voir avec le niveau de qualification. Le problème, c'est de réduire la capacité de démissionner pour la personne. En général, dans les plus qualifiés à haut salaire, on présume que ça se passe mieux, qu'il y a quand même un pouvoir de négociation avec l'employeur qui a lieu, que l'employeur, justement, veut vraiment retenir, fait vraiment très attention. Mais la vérité, c'est, puis on en revient aussi, la vérité, c'est que des fois, ils investissent aussi tellement qu'ils présument qu'ils ont un droit sur les services de la personne aussi. C'est sûr que quand moi j'ai commencé à comprendre le mécanisme, je me suis rendu compte que c'était comme si on avait créé des zones franches, comme il existait entre les États-Unis et le Mexique, des zones dans lesquelles le droit ne s'appliquait pas. Donc on dirait que c'est des bulles de zones franches, les travailleurs étrangers temporaires, où on les empêche d'exercer leurs droits. Une analyse cynique que je fais aussi, c'est qu'en tout cas, au moins dans le domaine agricole, on est lié par des accords internationaux en matière agricole qui nous empêchent de subventionner notre agriculture. Même nos systèmes de quotas sont contestés sur la scène internationale. Le fait d'autoriser les travailleurs étrangers temporaires dans le domaine agricole, c'est une façon de subventionner l'agriculture. À mon point de vue, c'est très cynique comme point de vue, mais ça sert à ça. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a un immense problème. Puis la Commission des droits de la personne du Québec manque de compétences pour attaquer les programmes fédéraux. Donc, c'est vraiment un problème de droits fondamentaux. Vous avez absolument raison. Puis c'est l'action que Eugénie et son équipe veulent entreprendre. Donc oui, la section 7 de la Charte canadienne, le droit à la liberté et à la sécurité. On va aussi utiliser une autre partie de la Constitution canadienne qui a été utilisée pour le droit d'accéder à la justice, qui est plus, en fait, c'est la reconnaissance de la juridiction des cours supérieures au pays d'exercer leurs fonctions. Et si le gouvernement empêche certaines personnes d'accéder à la Cour, ça joue avec la juridiction des tribunaux. Et c'est à ce niveau-là, donc l'article 96 de la Constitution va aussi plaider un problème d'accès à la justice. Et non, on ne va pas aller sur le droit à l'égalité, même si c'est évident qu'on a un système discriminatoire, parce que pour nous, c'est beaucoup plus que discriminatoire. C'est pas juste que les non-citoyens sont moins bien traités que les citoyens, là. Non, c'est qu'ils sont en condition de servitude. On les empêche de démissionner, d'exercer leurs droits. Il y a un problème de liberté fondamentale, de sécurité de la personne. En plus, évidemment, liberté d'association, égalité, littéralement, les droits fondamentaux qui sont violés sont longs, il y en a beaucoup. Mais non, on a choisi d'y aller vraiment sur la question du droit de ne pas être tenu en condition de servitude implicite, on espère, en vertu du droit à la liberté et à la sécurité.
Au début, nous, les premières plaintes qu'on a eues, c'était ça, c'était des traitements différentiels, c'était des salaires carrément, des contrats de travail carrément différents. Les employeurs se sont fait dire, non, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous devez donner le même contrat aux Québécois qu'aux travailleurs étrangers temporaires, mais la mécanique, le fait qu'ils ne sont pas capables d'exercer leurs droits, le fait qu'ils ne sont pas capables de porter plainte, le fait qu'il y a une méconnaissance des lois, font que dans les faits, ils continuent à être moins bien traités que les Québécois. Ils continuent à travailler plus d'heures pour moins d'argent, etc., parce que les Québécois sont capables de changer d'employeur si ça ne fait plus leur affaire, parce qu'ils sont capables de porter plainte si ça ne fait plus leur affaire. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un plaignant individuel. On peut, comme organisme, démontrer un intérêt pour agir. Ça peut être contesté. On peut aller en Cour suprême juste pour si oui ou non on a l'intérêt pour agir. On a décidé de ne pas viser de plaignant individuel pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est parce que c'est dur à trouver. Mais c'est pas seulement ça. C'est parce que même si on trouvait là, une travailleuse qui, pour une raison ou pour une autre, a réussi à peut-être atteindre le statut permanent et pourrait quand même nous parler de son expérience sous temporaire, imposer à quelqu'un le poids d'attaquer son pays d'accueil, puis ça, c'est sans compter que, je ne sais pas, la personne a travaillé une fois, un jour, peut-être, un petit travail pas autorisé. Puis, théoriquement, ça pourrait faire en sorte qu'on lui retire sa citoyenneté, son statut permanent. Donc, même au niveau psychologique personnel, je ne sais même pas si moi, je serais à l'aise d'imposer ça à quelqu'un, le poids de 10 ans de débat. Et il y a aussi autre chose, c'est que nous, on s'en va argumenter qu'un des problèmes pour eux, c'est l'accès à la justice. Que ce n'est pas facile pour un travailleur étranger. En fait, ça arrive dans certains cas. Ça arrive quand il y a des graves accidents ou quand ils ne sont pas du tout payés. En fait, quand ils n'ont plus rien à perdre, quand littéralement ils sont à la fin, au bout, puis que là, parfois, ils partent, enfin. Je dis enfin, c'est-à-dire, on peut aider, mais effectivement, c'est dans les cas où les abus ont eu lieu. Il est souvent, sauf exception, trop tard pour agir et les aider. Donc, la question, une des raisons pour lesquelles nous, on y va, c'est aussi pour dire que ce n'est pas simple pour eux d'y aller. Il y a une fois en cours, les TUAC, le syndicat est allé devant la Cour fédérale pour dire qu'ils payent l'assurance chômage, ils n'y ont même pas accès. Puis c'était intéressant parce que, bon, les syndicats n'avaient pas de membres travailleurs migrants parce que c'est un secteur qui ne pouvait pas être syndiqué. Donc, c'était compliqué au niveau de la représentation parce que le syndicat ne les représentait pas, mais bon, il y avait quand même un intérêt pour agir. Puis là, le juge ou la question, il n'y a pas un seul travailleur migrant qui est venu en cours pour dire on paye, puis c'est bizarre qu'on n'y ait pas accès. Puis le juge, dans la décision, a dit je comprends que même si vous avez réussi peut-être à avoir. Ah non, c'est ça. C'était aucune signature. Il n'y a personne qui voulait donner son nom pour le recours. Puis le gouvernement avait mentionné ça comme étant un problème. Peut-être que dans le fond, il n'y a personne qui trouve ça. Puis non, en fait, le juge a dit je comprends que non, ils ne vont pas signer leur nom sur une intention, sur une contestation judiciaire. Alors, c'est ça aussi qu'on veut aller expliquer, c'est que non, c'est pas simple comme pour quelqu'un qui est libre d'aller se plaindre devant les tribunaux. Est-ce que j'ai le temps de rajouter Oui, moi je rajouterais là-dessus, mais j'ai 2 petits points, mais je vais rajouter rapidement. Il y a une statistique qui est hyper intéressante. C'est des travaux qui avaient été faits par la Commission des normes du travail à l'époque. Et en normes du travail, quand on prend toutes les plaintes, y compris les plaintes de vous et moi, c'est 85 post-emploi. Donc, les gens en emploi ne portent pas plainte. C'est trop risqué de se mettre en désaccord, en chicane avec son employeur. Donc, 85 des gens portent plainte post-emploi, même quand on n'est pas dans une situation de vulnérabilité. Mais les gens qui sont des travailleurs étrangers temporaires, quand ils sont post-emploi, ils ne peuvent plus travailler pour personne d'autre. Donc, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins pour rester ici, pour soutenir une plainte. Fait que ça, c'est très important à comprendre dans le mécanisme d'exercice des droits. Là, même s'ils n'ont pas été déportés, ils n'ont pas les moyens financiers de vivre. Donc, c'est pratiquement impossible pour eux d'exercer leurs droits.
il faut qu'on soit invité. Mais oui, c'est le genre d'action. Est-ce qu'on devrait les inviter? Mais oui, c'est le genre d'action qu'on essaie de développer de plus en plus parce qu'à l'origine de notre action, c'est monsieur, à l'origine de notre action judiciaire, c'est une action strictement sur la discrimination, puis mais on essaie d'élargir notre action judiciaire, puis de notre mandat judiciaire, notamment en faisant des interventions dans des causes comme, je pense que vous avez peut-être vu dans les journaux, dernièrement, on intervient dans une cause qui concerne l'exclusion des personnes réfugiées de l'accès aux garderies subventionnées. Donc, la commission intervient dans ce dossier-là. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Si on a, il y a une évaluation d'opportunité qui se fait, puis si on est capable de soutenir puis d'apporter notre expertise, on le fait, oui. Donc, merci beaucoup. On remercie